Il y a des moments où les passages étaient soit plus resserrés, soit plus faciles, cela dépendait donc des lieux et des moments. Il y a eu, par exemple, c'est pour l'anecdote que je prends la parole, le cas typique du château de Chenonceau. On entrait par une porte et on sortait à l'autre bout du pont en zone libre. Avant que les Allemands ne s'en rendent compte, il est passé bon et le pont a été fermé. Alors, c'était vraiment non pas variable, mais enfin, il fallait tomber au bon moment. Au bon moment et au bon lieu. Voilà. Le coup de chance, on l'a ou on l'a pas. Voilà. Je nuancerais quand même, en 42, les contrôles sont quand même particulièrement fréquents. Hein. Je dirais qu'on a plus, entre guillemets, de chances de s'en sortir si on est seul que si on est en famille. Et d'ailleurs, bon, souvent se passe aussi un problème dans ce qu'on a vu. Souvent, c'est la mère et les enfants qui sont arrêtés. Donc se pose parce que ils sont partis en dernier de Paris. Et bon, ils sont fragiles. Si on veut qu'on ait une mère et ses enfants, comment voulez-vous qu'elle passe à travers la campagne comme ça? C'est pas très facile. Donc c'était les plus faciles à arrêter, qui prenaient le transport naturel. Oui, si vous me permettez, puisque la question est posée sur la ligne, je vais vous apporter un témoignage qui est celui de ma mère, qui est morte en 1980. Il se trouve que j'étais un enfant caché à Orchez, près de Blois, de 40 à 44, dans une famille qui était reconnue juste récemment. Et elle a dû franchir la ligne et partir à Marseille, à partir de l'arrestation de mon père à Drancy en 41, fin 41. Elle a franchi la ligne. Alors inutile de dire que ça, je ne l'ai pas vécu, mais fort heureusement, elle me l'a raconté, même s'ils ont raconté très peu de choses. Mais ça, elle me l'a raconté. Elle a franchi plusieurs fois la ligne en revenant de Marseille pour venir me voir. C'était toujours un risque de mort. C'était toujours une immense difficulté clandestine. Je n'ai jamais su exactement comment se trouvaient les passeurs. Mais ce que je sais, c'est qu'une fois, elle a toujours passé à Montrichard, près du pont de Montrichard. Donc on est dans la région. Et une fois où elle attendait pour repartir, parce qu'il ne s'agissait pas seulement de venir me voir, il s'agissait aussi de retourner et de sauver, un homme est passé à côté de sa table dans le café où elle attendait le passeur et lui a dit ne restez pas là. Ça voulait dire qu'ils étaient dénoncés. Et deux autres fois elle est passée, dont une en barque. C'était donc la traversée du Cher, et au sud du Cher, il y avait une espèce de no man's land qui est la partie entre le Cher et ce qui est la petite route, non pas la grande route actuelle, mais la petite route, qu'il fallait franchir à tout risque. Mais sur le pont, sur la barque, pardon, qui n'était pas très éloignée du pont, parce que ça ne pouvait pas se faire toujours en race campagne, il fallait trouver des lieux de réunion. Alors c'était parfois des fermes, c'était parfois des granges, c'était parfois, comme je viens de le dire, c'était à chaque fois pour ma mère, des cafés à Montrichard. Il passait de nuit, évidemment, j'ai oublié de le dire. Et dans sa barque, un bébé s'est mis à hurler. Et les parents l'ont presque étouffé. Et ma mère m'a toujours dit une chose que je raconte pour la première fois publiquement. Il y avait une sentinelle sur le pont de Montrichard, une sentinelle allemande. Elle m'a toujours dit qu'il n'est pas possible qu'il n'ait pas entendu l'enfant crier. Mais nous sommes passés. Ce que vient de dire Alain Bergstein, il n'y a pas que les Juifs qui se peuvent arrêter sur la ligne de démarcation, n'importe quel Français pouvait aussi être arrêté du moment qu'il n'avait pas les papiers demandés. Les Juifs étaient Il a pu faire. Je peux vous raconter que maman a passé pas mal de fois l'année, enfin pas une fois, 4 ou 5 fois, avec moi. Et elle m'a raconté qu'une nuit, elle m'avait traîné dans un champ. C'est-à-dire qu'elle rampait dans le champ et elle me traînait en même temps pour passer la ligne de démarcation. Elle n'a pas été arrêtée cette fois-là. Une autre fois, elle a été arrêtée avec moi et nous nous sommes retrouvés dans un lieu dont elle ne se souvient pas. Je lui ai dit, mais est-ce que ça n'aurait pas été une école par hasard? Ça m'intéressait. Non, elle ne s'en souvient pas. Et
été libérée parce que elle n'était pas juive. Voilà. Mais je dis ça pour vous les enfants parce qu'en fait je n'ai jamais raconté. Je suis bien âgée. N'importe qui pouvait être arrêté. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut graver dans sa tête. Les temps d'insécurité comme ces périodes-là, c'est épouvantable. Voilà. Oui, alors peut-être que je vais juste revenir par rapport à la ligne de démarcation pour expliquer aussi pourquoi nous, dans tous les enfants juifs que nous avons, c'était des familles, mais c'était des mères avec leurs enfants. Parce que c'était, pour la plupart les pères, savaient qu'ils risquaient d'être raflés, et donc c'était caché, hein, soit était passé en zone libre, soit était caché, et finalement c'est quand a commencé, parce que si on vous avait montré le pic des personnes qui ont été raflées, c'est au moment de la rafle, quoi, il y a la rafle à Paris, et un peu partout en France, et à ce moment-là, eh bien évidemment, ils essaient tous de fuir, et c'est comme ça qu'on trouve tous ces gens-là, hein, voilà, c'est juste un petit détail. Hein. Bien. Bon. Non, excusez-nous, c'est pas drôle, mais bon, je vous remercie vraiment tous d'être venus. Je remercie encore le lycée Descartes de nous avoir accueillis. Puisque j'ai proviseur adjoint aujourd'hui, ce que j'ai dit l'autre jour à la conférence, je le redis, nous avons un accord avec le lycée Michelet, puisque, y compris son proviseur en 1943, a été interné à l'école prison Michelet pendant un mois, parce que dans son lycée, il y avait des inscriptions.